Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, un véhicule militaire saute sur une mine anti-char en Casamance. L'accident a fait un mort et 5 blessés, dont un militaire amputé d'un membre. Les blessés sont pris en charge au service médical du camp militaire de Ziguinchor. Plus de détails dans un instant. L'actualité, c'est aussi la plainte annoncée par Maître El Hadj Diouf contre Ousmane Sonko. Selon l'avocat, le leader de Pastef est l'instigateur de l'attaque de son domicile au Mariste. Maître El Hadj Diouf annonce une plainte pour tentative d'assassinat et incendie volontaire. Sortie médiatique du capitaine Omar Touré, la gendarmerie nationale informe qu'aucune offre de démission n'a été déposée par le capitaine Touré. Dans un communiqué, la gendarmerie déclare que le capitaine Touré est en train de violer ses obligations militaires. Des mesures seront prises. On vous explique tout dans ce journal. Et puis ce jeudi marque un jour de deuil national au Sénégal à la mémoire des 11 décédés lors des émeutes, journée de recueillement et de prière chez les familles éplorées. Cheikh Wade, l'une des victimes, a été inhumée cet après-midi. Sa famille réclame justice. Mais d'abord, l'armée regrette la mort d'un djambar en Casamance. Un véhicule de l'armée a sauté sur une mine anti-char hier en début de soirée. L'accident est survenu entre Sikoum et Bafata, des zones nouvellement reprises aux porteurs d'armes. Le bilan de l'accident est d'un mort et de 5 blessés, dont un militaire amputé d'un membre. Voyons tout cela avec Boubacar Diassi et Lamine Mandiang. moo di premier accident bi xew ci diwaan bu Casamance gannaaw bu opération yi armée def ci département yu Ziguinchor ak Goudomp ci diggante weeru janvier ak février ngir mën a delloo si kaaraange bi ci yeeyu la département ndaxte àllarba fukki fan weeru mars gi ab ndaamaar bu armée. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Je vous le disais en titre, le Sénégal a observé un deuil national aujourd'hui à la mémoire des 11 disparus lors des émeutes. Deuil national respecté dans les différents services de l'État. Partout, les drapeaux étaient en berne. Alassane Ba et Mohamed Djenk. Le drapeau national en berne. Le Sénégal est en deuil. Du palais de la République en passant par différents services, le deuil national est observé. Sur tout cela, il nous faut méditer dans le cadre de cette journée, mais surtout en profiter pour promouvoir la paix, la solidarité, l'entraide et surtout la concorde des cœurs. Parce que ce Sénégal, il est un et indivisible. À la place de l'indépendance, ce Sénégalais prie pour nos morts. Il se dit très peiné. Alhamdulillah, Yalla bon famati. Juste présenter mes condoléances et espérer que ce deuil ne passera pas inaperçu comme ça, mais il y aura aussi des suites qui seront beaucoup plus favorables par rapport au deuil. Pendant les pandémies, tout le monde savait que c'était dur. Tout le monde le sait et tout le monde l'a vécu, tu vois. C'est très triste, tu vois. Tout le monde doit prier pour les morts, que ça ne se reproduise plus parce que c'est très difficile. Pour le gouverneur de Dakar, le ciment de cette nation, c'est la solidarité. Il faut réfléchir et trouver les voies et moyens pour promouvoir la paix. Les acteurs politiques au premier plan. Il nous faut aujourd'hui plus qu'hier faire preuve de compassion, d'une solidarité active à l'endroit de ces familles-là. Et l'on ne connaît la valeur de la paix qu'en période de crise. Alors c'est dire donc que si hier on se prévalait d'être une nation de paix, alors aujourd'hui plus qu'hier, on doit faire en sorte qu'on ne perde pas ces acquis. Appeler également les acteurs politiques, parce que ce sont nos parents, c'est des Sénégalais comme nous. Tout un rituel à respecter en temps de deuil. Les Sénégalais rendent hommage et prient pour nos disparus et souhaitent prompt rétablissement aux blessés.
Et l'une des victimes a été inhumée cet après-midi à Cambérène. Cheikh Wade, un jeune de 31 ans tué lors des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre samedi au Parcelles Assainies. La famille éplorée réclame justice. Fat Bintou Conté, Tierno Laurent Mendy. Elle demande après son frère jumeau depuis les incidents survenus le 8 mars passé, où Cheikh Wade a été froidement abattu au cours d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Ngoné, c'est sa jumelle. Depuis ce jour, est sur cette position, assise près de la machine de son jumeau, qu'elle ne veut pas quitter. Une famille sous le choc, la mère Marème Sow ne cesse de pleurer son fils, mort dans des circonstances dramatiques. Alors, c'est très dur. Quand il partait, je n'étais même pas au courant. J'étais sortie acheter du charbon. C'est à mon retour qu'on m'a dit que Cheikh est sorti. Je ne l'ai pas revu jusqu'au lendemain et j'ai commencé à m'inquiéter. Elle raconte que c'est le lendemain qu'il a su que le garçon qui a reçu la balle avec le drapeau noué autour de lui était son fils, Cheikh Wade. Je me suis réveillée à 3 h du matin pour vérifier la porte de sa chambre, mais c'était fermé. Et d'ailleurs, il n'est même pas venu me demander la clé. C'est là où j'ai commencé à m'inquiéter et je me suis dit que c'est peut-être qu'il était chez ses amis à Guédiawaye. Le lendemain matin, quand je comptais aller à la police pour faire une déclaration, qu'aussitôt qu'on m'a fait savoir que Cheikh est à l'hôpital, c'était où on a tiré sur lui. Ses frères Abdoulaye et Modou Wade ne demandent qu'une chose, que justice soit faite. C'est très difficile, mais la DIC est en train de prendre en charge l'enquête. D'ailleurs, nous avons été convoqués hier, mais nous laissons tout entre les mains de la justice. Le coupable n'a qu'à se dévoiler une bonne fois. Sinon, tout policier qu'on verra, on pourra penser que c'est lui l'assassin de Cheikh. Un soutien de famille est mort. Cheikh Wade, tué par balle lors d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre aux Parcelles Assainies, est inhumé ce jeudi au cimetière de Cambérène. Cheikh a été tué lors des affrontements, comme vous l'avez dit, Fat Bintou, lundi, lors de ces affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Je vous le disais en titre, Maître El Hadj Diouf va porter plainte contre Ousmane Sonko. Selon l'avocat, le leader de Pastef est l'instigateur de l'attaque de son domicile Cison-Mariste. La maison de Maître El Hadj Diouf, vous le savez, a été saccagée et incendiée lors des émeutes à Dakar. Il va porter plainte contre Sonko pour tentative d'assassinat et incendie volontaire. Voyons tout cela avec Habib Faye et Ababakar Kamara. Sa maison saccagée et brûlée, Maître El Hadj Diouf va rester en justice contre le leader du PASTEF. Vous pensez que moi je vais laisser passer cela pour perdre ses profits? Non. Cet homme doit payer. Le criminel Ousmane Sonko doit payer. Il ne peut pas m'intimider, moi. Il ne se laisse pas intimider par les patriotes, dit-il. L'avocat annonce sa candidature pour la présidentielle de 2024. De Abdoulaye Wade, de Abdou Diouf, de Macky Sall et de Maître El Hadj Diouf, qui est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. L'affaire Adji Sarr Sonko ne restera pas impunie. Maître El Hadj Diouf refuse toute médiation avec sa cliente. Moi, j'aime bien les religieux, je suis musulman, mais il ne faut pas qu'on affaiblisse la justice. Sinon, on n'a qu'à fermer les cours et tribunaux. Chaque fois qu'il y a des problèmes, on va voir les marabouts qui vont régler les problèmes. Ah oui? Il y a combien de jugements rendus tous les jours par les tribunaux, mais sans que même les religieux soient informés? Il a fallu 2 tours d'horloge pour voir l'avocat de verser toute sa bile. Il accuse Ousmane Sonko de vouloir l'assassiner.
Merci Habib. Et Ousmane Sonko, de sa part, exige la libération immédiate de ceux qu'il considère comme étant des détenus politiques. Il réclame aussi l'indemnisation des victimes des manifestations et l'arrestation des nervis qui auraient été recrutés par le pouvoir. Le leader de PASTEF effectuait ce matin sa première visite au siège de Y'en a marre. L'arrestation des nervis de Macky Sall et leur traduction devant les tribunaux, mais également la réparation des dommages causés par les meurtres, mais également les blessures graves. Je terminerai en tout cas par lancer un appel à toute la communauté nationale et internationale, les guides religieux, pour leur dire que Macky Sall continue malheureusement dans sa trajectoire dictatoriale. Nous, en tout cas, au niveau du mouvement de défense de la démocratie, nous avons fait poser des actes forts. Nous avons accepté de lancer un appel pour que la tension baisse. Nous avons accepté également de relâcher un peu la mobilisation. Mais en contrepartie, il n'y a aucun acte posé par Macky Sall depuis lors. Alors, il sera le seul responsable de ce qui va advenir, notamment parce que les jeunes que vous voyez n'accepteront pas que des jeunes continue à être retenu dans des geôles de Macky Sall. Il faut qu'ils relâchent ces gens-là immédiatement. À Saint-Louis, les membres de la plateforme Aar Sunu Démocratie demandent la libération des manifestants arrêtés. Par ailleurs, eux, ils dénoncent le pillage des magasins et stations-service à Saint-Louis, Ousseynou Diop, Habib Seck. En conférence de presse, la plateforme Aar Sunu Démocratie de Saint-Louis exige la libération immédiate des otages politiques. Elle demande aussi l'arrêt des arrestations arbitraires de manifestants dans tout le pays. Mais au-delà de Saint-Louis, sur toute l'étendue du territoire national, il y a 500 personnes qui ont été arrêtées. 350 ont été déférées et 150 ont été emprisonnées. Et ça aussi, nous allons nous battre pour que ces personnes-là soient libérées. Pour la plateforme, le président Macky Sall doit respecter le calendrier électoral et s'est également prononcé sur la libération d'Ousmane Sonko et les propos d'un journaliste français qui a révélé que c'est le président Emmanuel Macron qui a ordonné la libération de leur leader. La déclaration d'Éric Zemmour en France, c'est une honte pour le Sénégal. Ça montre une fois encore de plus qu'il y a ingérence de la France dans la souveraineté sénégalaise. Et c'est inadmissible, c'est inconcevable. Il faudrait que la population nationale et internationale sache que nous avons dépassé l'âge de la pierre taillée. L'ensemble de PASTEF Saint-Louis condamne les saccages des biens publics. Elle a aussi demandé au chef de l'État de respecter la démocratie sénégalaise. Nous ne cautionnons pas les pillages des biens qui appartiennent à des Sénégalais. Nous sommes des patriotes et nous les condamnons fermement. Toutefois, nous disons au président Macky Sall que la lutte va continuer. Ce dossier est purement politique. Les patriotes restent debout pour faire face à l'injustice dans ce pays et nous n'allons jamais abandonner cette lutte. La plateforme de Saint-Louis décrète ce vendredi journée de deuil national. Le mouvement compte aussi poursuivre les manifestations si les arrestations arbitraires continuent dans le pays. Et restons sur ces événements au Sénon, saccage de stations-service de la place. L'État promet d'accompagner les victimes afin qu'elles puissent relever. L'annonce est du ministre du Pétrole et des Énergies qui recevait cet après-midi les acteurs du secteur. La ministre déclare qu'un état des lieux s'impose d'abord vu l'étendue des dégâts. Sophie Gladima, que nous écoutons. Ce qu'on va faire, c'est faire l'état des lieux. Tant qu'on n'a pas fait l'état des lieux, on ne peut pas dire ce qu'on va faire. On fait l'état des lieux. Par rapport à la dette aussi, on va voir avec le ministère des Finances, parce qu'aujourd'hui, vous imaginez ce qu'il y a eu comme dégâts. Le nombre de tribunaux qui ont été détruits, le nombre de mairies qui ont été détruites, le nombre d'ambulances qui ont été détruites, le nombre d'écoles saccagées, tout ça à reprendre. Mais écoutez, une économie ne peut pas tenir avec ça. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire, voilà, on va donner tant. Faisons le point de tous les dégâts, aussi bien de secteurs, mais des autres secteurs, et priorisons. L'État sera prêt sera à leur côté et essaiera de faire le maximum, parce qu'on ne peut pas tout faire. On essaiera de voir comment les accompagner pour qu'ils puissent rapidement se relever.
dans le cadre de l'apaisement, les femmes de Kolda demandent aux acteurs de geler toute activité qui pourrait compromettre l'accalmie. Elles saluent le professionnalisme et la sérénité des forces de l'ordre à Kolda. Abdoulaye Diallo. Pour un apaisement total suite aux récents événements, des femmes de Kolda, membres du mouvement Agir Ensemble, appellent au calme. La situation que traverse actuellement notre pays, notre cher Sénégal, nous oblige en tant que femmes, mères, de joindre nos voix pour un apaisement de la situation. La Fédération Agir Ensemble Femmes de Développement appelle solennellement les jeunes, de façon générale, la population à arrêter ces manifestations aux conséquences incalculables, méconnues de chez nous, ici au Sénégal. Nous espérons vivement que notre appel trouvera un écho favorable auprès des manifestants, comme en atteste du reste l'accalmie constatée présentement à la grande satisfaction de tous et au bénéfice du Sénégal tout entier. Elles saisissent cette occasion pour présenter leurs condoléances aux familles des victimes. Nous, Agir Ensemble Femmes de Développement, nous inclinons pieusement devant la mémoire de nos enfants disparus. Présentons nos condoléances les plus attristées à la nation sénégalaise et aux familles éplorées. Quant aux blessés, lors de cette douloureuse et regrettable événement, nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Elle salue également le professionnalisme avec lequel les éléments des forces de sécurité ont su gérer ces événements. La Fédération Agir Ensemble Femmes de Développement loue le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité, sans l'intervention intelligente desquelles l'irréparable pouvait se produire. Malgré tout ce qui s'est passé dans la région, aucun édifice public n'a été attaqué par les manifestants dans les départements de Kolda et de Médina Yoro Foulah. Merci Abdoulaye. Sortie médiatique du capitaine Touré. Dans un communiqué, la gendarmerie nationale fait savoir qu'aucune offre de démission n'a été déposée par le capitaine Touré, qui du reste manque depuis quelques jours à l'appel du service auquel il est lié. Toujours dans le document, la gendarmerie nationale estime que cet officier, connu jusque-là pour sa bonne manière de servir, est en train de violer ses obligations militaires. S'agissant de sa responsabilité dans l'enquête sur l'affaire Sonko Adji Sarr, dont il n'était pas le directeur, précise la gendarmerie. Le communiqué rajoute aussi que le capitaine Touré n'était pas le commandant de la section de recherche. Pour terminer, la gendarmerie nationale attachée aux lois et aux règlements de la République annonce qu'elle prendra des mesures face à cette situation. Je vous le disais en début d'édition, l'armée regrette la mort d'un Djambar en Casamance. Un véhicule de l'armée a sauté sur une mine anti-char hier. En début de soirée, l'accident est survenu entre Sikoum et Bafata, des zones nouvellement reprises aux porteurs d'armes. Le bilan est d'1 mort et de 5 blessés, dont un militaire amputé d'un membre. Boubacar Diassi, Lamine Mantiang. C'est le premier accident du genre enregistré en Casamance depuis la fin des opérations de sécurisation menées par l'armée dans les départements de Ziguinchor et Goudomp, ayant eu lieu début février. En effet, ce mercredi 10 mars, c'est un véhicule de l'armée qui a sauté sur une mine entre les localités de Bafata et de Sikoum, faisant 1 mort et 5 blessés, dont 1 grièvement. Le véhicule était en patrouille lorsqu'il a sauté sur l'engin, tuant sur le coup 1 militaire, blessant 5 autres occupants. L'information est confirmée par le commandant de la zone militaire numéro 5. Le colonel Souleymane Kandé a précisé que l'accident s'est produit vers 19h pendant une patrouille de liaison et que la prise en charge médicale des blessés était en cours. Sikoum abritait une base du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, une base qui a été démantelée lors des dites opérations de sécurisation. Le 2 mars dernier, une autre opération militaire menée dans le nord du Loulou, dans le département de Bignona, a permis la destruction de ce champ de chanvre indien découvert à Koulobori, la saisie de 3 sacs de chanvre indien, d'un groupe électrogène et de 7 motos. 3 personnes ont été arrêtées et remises à la gendarmerie.
Merci Boubacar. L'actualité, c'est aussi ce cri du cœur des commerçants des marchés hebdomadaires. Ils réclament au chef de l'État l'autorisation de redémarrer les activités. Voilà 1 an qu'ils vivent la grisaille économique. Leur secrétaire général Nongofal avec Dissa Prera. Après une année d'inactivité, au moment où tous les marchés fonctionnent, et après 20 ans de présence sur le terrain sans jamais être à l'origine d'une quelconque forme de remous ou revendication, aussi absent aussi de toutes les politiques de résilience, les commerçants des marchés hebdomadaires vivent une situation de précarité extrême, ce qui justifie notre impatience de voir cette situation évoluer et aller dans l'intérêt des préoccupations économiques de notre pays et de notre stabilité sociale. La reprise des activités au niveau des marchés hebdomadaires a dépassé une demande. Elle est aussi une question de survie d'une partie de la population sénégalaise dont la contribution économique n'a jamais été mesurée à sa juste valeur. Face à cette pandémie, nous nous engageons et invitons tous les citoyens à continuer à respecter les mesures barrières, de participer de manière responsable au combat face à la... Et puis les 73 licenciés de l'hôtel King Fahd Palace ont manifesté leur amertume ce matin devant l'établissement hôtelier. Ils dénoncent des licenciements abusifs qui ne se justifieraient pas selon eux. Ils réclament leur réintégration. Nous avons tous reçu des SMS nous notifiant notre licenciement pour motif économique. Ce que je trouve irrespectueux, inélégant et même illégal. Voilà. Parce que je pense que le licenciement pour motif économique est déjà encadré par la loi. On dit que les nouveaux recrues doivent être les premiers à être licenciés. Et les anciens, on négocie avec eux. S'ils veulent partir, ils partent, sinon ils restent. Mais la plupart des licenciés sont là depuis l'ouverture de l'hôtel en 91, avec 30 ans de service. Il y en a qui ont fait 25 ans, 20 ans, 15 ans, ainsi de suite. Et je dirais même un règlement de compte. Voilà. Voilà, ce qui est un règlement de compte. Parce que la plupart des gens qui sont ciblés font partie de la CNTS, soi-disant le syndicat qu'il dit contre. Et je pense qu'un bon manager ne doit pas voir les syndicats qui sont pour ou contre. Donc je vous dis que ce qui se passe dans ce pays sur le plan national, c'est ce qui se passe à l'intérieur de cet hôtel. C'est vraiment un désastre. Ça doit réagir par rapport à ce qui se passe ici. Voilà, c'est pour ça que nous interpellons le chef de l'État par rapport à ce licenciement que nous trouvons abusif. Voilà. Elle a presque disparu du circuit. La bonbonne de gaz de 12 kilos est introuvable. Le service régional du commerce intérieur de Dakar l'explique par des difficultés liées à la distribution, difficultés engendrées par les saccages des stations-service. La situation va vite revenir à la normale selon Serine Diao que nous écoutons. En fait, il ne s'agit pas de pénurie de gaz, il s'agit de problèmes d'approvisionnement. Donc, et de problèmes de distribution. En ce qui concerne les 12 kilos, c'est des bonbonnes qu'on retrouve au niveau des grandes surfaces et des stations. Avec les problèmes de ces derniers jours, il y aura forcément un problème d'approvisionnement et de distribution. C'est tout juste une rupture dans la chaîne de distribution que nous allons combler sous peu de temps. Du syndicat des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal dénonce les attaques contre les structures de santé lors des violentes manifestations. Le SAMES, qui vous le savez, annonce une grève les 15 et 16 mars pour non-respect de son protocole d'accord, promet de ne pas livrer de certificat de décès ou de genre de mort. Docteur Kalidouli, chargé des relations, était l'invité de la matinale de TFM. Nous avons constaté depuis quelque temps l'agression de beaucoup d'infrastructures sanitaires et même d'agressions physiques et verbales vis-à-vis de certains de nos collègues d'une note de la direction des établissements publics et santé donc, qui remet en cause des acquis des médecins hospitaliers. Donc c'est un ensemble de faits et gestes donc, qui ont fait que la goutte d'eau a débordé. Donc nous avons décidé de partir en mouvement le lundi 15 et le mardi 16 prochain.
tout en assurant quand même les urgences, la vaccination anti-Covid, tout ce qui est non urgent donc va rester en veille. Les structures sanitaires à l'image de Sédhiou, la maison du médecin-chef de région, le district sanitaire, le cabinet médical du docteur Gazi, la pharmacie à Mbour. Et bien ailleurs, avant les manifestations, les gens ont subi des attaques physiques ou bien verbales. Donc nous demandons à qui le droit donc, de protéger davantage les institutions et les personnels administratifs du secteur de la santé. Que le personnel soignant n'est pas suffisant parce que dans des manifestations comme ça, on a besoin de sang, on a besoin de mains supplémentaires, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de spécialistes, suffisamment d'équipements. Et je rajoute aussi que même en dehors de ces manifestations, les moyens ont toujours été insuffisants. Donc pour prendre en charge les malades dans des conditions optimales. Dans l'actualité sportive, la Zambie se positionne pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans après le désistement du Maroc, vous le savez, pour l'organisation de la compétition du 13 au 31 mars. La Zambie a exprimé son intérêt, une bonne nouvelle pour les Lionceaux candidats au titre en cas de concrétisation. Et puis à propos de l'élection du président de la CAF qui va être le troisième président, qui seront les autres qui vont accompagner Patrice Motsepe au sein de la FIFA. Les principaux enjeux de la 43e Assemblée générale élective de la CAF ce vendredi avec Cheikh Sadibou Diarra. L'élection du Sud-Africain Patrice Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football, déjà actée. Il ne manque pour autant d'enjeux pour la 43e Assemblée générale de l'instance ce vendredi au Maroc. Comme le prévoit les textes et fondamentalement donc les statuts de la Confédération africaine de football, quand il n'y a qu'un seul candidat, on peut ne pas passer au vote, on l'acclame et on l'installe sur son siège. Le premier vice-président sera effectivement le Sénégalais Augustin Senghor, le deuxième vice-président, le Mauritanien Ahmed Yahya. Donc l'enjeu va se trouver au niveau du troisième vice-président et les autres membres qui sont aujourd'hui candidats sur les 6 zones que compte la CAF, qui va compléter la liste des membres du comité exécutif. L'autre grand enjeu se situe au niveau du conseil de la FIFA, parce que vous le savez très bien, le président de la CAF est de facto vice-président de la FIFA, mais l'Afrique aussi va élire environ 5 membres qui vont siéger. Plusieurs défis attendent la nouvelle équipe. Le plus grand défi aujourd'hui de l'équipe de Patrice Motsepe va certainement être les droits de télévision. Parce que vous le savez tous, comme tout le monde le sait déjà, la CAF a fini de mettre la clé sous le paillasson. Elle est complètement en banqueroute. Mais l'autre aspect fondamentalement aussi qui est extrêmement important, c'est que cette confédération africaine de football puisse retrouver son lustre d'antan, c'est-à-dire qu'elle quitte et qu'elle sort définitivement de la tutelle de la FIFA. L'installation de Patrice Motsepe et ses collaborateurs va avoir lieu ce vendredi à Rabat à partir de 9h. Dans le monde du foot, les premiers résultats des 8e de finale de la Ligue européenne des champions renseignent sur l'avènement de nouvelles stars, Kylian Mbappé et Haaland, qui ont permis à leurs clubs respectifs de se qualifier au quart de finale avec chacun 4 buts inscrits. On ravit la vedette au déclinant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ibrahim Khan. C'est peut-être un passage de témoin qui se passe actuellement dans le football européen. Le duo Erling Haaland-Kylian Mbappé qui relègue au second plan celui de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Ces derniers, qui ont régné ou partagé la vedette les 15 dernières années, n'ont pu aider leurs clubs respectifs, le FC Barcelone et la Juventus de Turin, à dépasser les 8e de finale de la Ligue des Champions. Malgré un splendide but face au PSG, Lionel Messi, 33 ans, qui a réussi et manqué à la fois un penalty, ne participera pas au quart. Une première pour le club de l'Argentin depuis 2005. Le bourreau n'est autre que Kylian Mbappé, l'attaquant français, auteur de 4 buts sur l'ensemble des 2 rencontres, c'est lui bien distingué. Le grand artisan de la qualification parisienne a même détrôné Lionel Messi en devenant à 22 ans et 80 jours le plus jeune joueur à atteindre 25 buts en Ligue des Champions.
Le Norvégien Erling Haaland est tout aussi jeune et efficace. L'avant-centre de 20 ans a particulièrement brillé face au FC Séville. Avec 4 buts inscrits, le buteur du Borussia Dortmund est le premier joueur à marquer 20 buts en seulement 14 matchs de C1. Des statistiques dignes d'un successeur de Cristiano Ronaldo, le meilleur de l'histoire de la compétition. À 36 ans, l'attaquant portugais est en effet sur la pente descendante. Face au FC Porto, il est resté muet devant les buts et la Juventus est éliminée. Est-ce le début de la fin du règne Ronaldo-Messi au moment où Mbappé-Haaland multiplie les coups d'éclat sur la scène européenne? L'avenir nous édifiera. Merci Ibrahima, c'est la fin de cette édition. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir Madame Rakiatou Gassama.